Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue, ou bien on va consacrer toute l'édition sur la conférence économique Égypte 2022 qui se tient actuellement et qui doit prendre fin ce soir, à savoir que il y a des sessions qu'on va retransmettre en direct maintenant durant l'épisode. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Rania Ahmad. Vous êtes professeur à l'université de Halouane. Bonsoir. Alors de toute façon, on va présenter quelques thèmes concernant cette conférence et vous allez faire vos commentaires. On commence par les activités de la journée de la conférence économique Égypte 2022 qui se sont déroulées aujourd'hui en présence du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli. Cette conférence économique vise à élaborer une feuille de route qui doit comprendre deux axes. Le premier concerne la reprise après une crise de court terme, la crise mondiale, et le deuxième concerne des solutions aux crises chroniques qu'affronte le pays et qui exigent une action sur le moyen et le long terme, a souligné le Premier ministre. Salih Ahmed Eyara Choucha nous donne les détails. La conférence économique Égypte 2022 illustre la conscience de la direction politique quant à l'importance d'élaborer une feuille de route pour l'avenir de l'économie égyptienne, non seulement par le gouvernement, mais avec la collaboration de toutes les parties, dont les experts, les spécialistes, le monde d'affaires et les partis politiques, a expliqué le Premier ministre Mostafa Madbouli. Cette conférence est tenue dans le contexte d'une crise mondiale que les pays du monde n'ont pas connue depuis la Deuxième Guerre mondiale, a signalé le Premier ministre, ajoutant que tous les gouvernements des pays développés qui ont de fortes économies et ceux des pays émergents luttent pour survivre et pour la stabilité. L'Égypte n'est pas à l'écart des pays du monde, a déclaré le chef du gouvernement. Au contraire, elle a été classée par toutes les institutions internationales comme l'un des pays les plus touchés par la crise mondiale, a-t-il poursuivi, rappelant que le président Assisi avait donné des directives au gouvernement d'organiser la conférence économique pour discuter de la conjoncture et de l'avenir de l'économie égyptienne et élaborer une feuille de route claire pour la prochaine période. Depuis le début de la crise mondiale et même avant, le gouvernement tient à suivre toutes les informations publiées sur l'Égypte, tant à l'intérieur qu'à l'étranger, a assuré Dr Madbouli, jugeant nécessaire de comprendre la situation économique afin de pouvoir élaborer une feuille de route correcte et de trouver des solutions pour l'avenir. Les activités de la deuxième journée de la conférence économique ont inclus 13 sessions portant sur plusieurs sujets, à savoir la politique de propriété de l'État, la neutralité compétitive et son rôle dans la réalisation des objectifs de développement durable, ainsi que les politiques et les mesures adoptées par le gouvernement égyptien à cet égard. De surcroît, les opportunités et perspectives de partenariat avec les institutions financières internationales et régionales, la formulation de la feuille de route pour l'avenir des secteurs prioritaires selon le programme de travail du gouvernement dans la période à venir, outre le rôle joué par l'Égypte pour devenir un centre d'énergie renouvelable, seront abordés. Docteur Rania Ahmad, je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Halouane. Alors, voilà, la conférence économique Égypte 2022 qui a débuté hier, dont les travaux ont débuté hier et se terminent aujourd'hui. Alors, comment vous voyez l'importance de la tenue de cette conférence en ce moment, avec à la houlette de la crise économique mondiale, à la houlette des tensions ou bien de la guerre russo-ukrainienne et aussi avec l'influence de tous ces facteurs sur l'économie égyptienne? Tout d'abord, la tenue d'un tel colloque dans ce moment crucial de l'histoire mondiale et l'histoire égyptienne a une grande importance, selon mon point de vue. Alors, je vais présenter mon point de vue en tant que critique et parfois, je vais insérer quelques indices comme ça, linguistiques, en fonction de ma spécialité, en tant que professeur de linguistique. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup des indices qui sont à analyser
tout d'abord, dans l'heure même ou la date même de la tenue de ce colloque, le temps de la tenue de ce colloque, c'est-à-dire il y a quelques jours qu'on aura le COP 27, donc un autre événement mondial qui va vraiment mettre l'Égypte, notre pays, l'Égypte, au centre d'intérêt. Et maintenant, c'est la tenue du colloque économique où le président El-Sisi a présenté vraiment une allocution vraiment qui dit beaucoup. Bon, j'ai admiré le discours du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et du président certainement, El-Sisi, ainsi que tous les intervenants au colloque hier et aujourd'hui. Bien, le colloque, on souffre, on ne va pas parler de la crise économique parce que tout le monde, tout le public connaît bien qu'on est en pleine crise. Et quand on parle qu'on est en pleine crise, on ne parle pas seulement de l'Égypte, cela est bien connu. Mais on parle aussi ce qui était mis en considération hier et mis en relief de la part du président égyptien, c'est que l'analyse de cette crise-là et des causes de cette crise-là, non pas seulement d'une manière synchronique, c'est-à-dire dans un moment déterminé, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'une analyse momentanée, ce n'est pas l'analyse de cette année de crise ou des années, des 7 dernières années de crise, si on parle de la crise de Covid, oui, on parle de la crise de la guerre russe-ukrainienne. Mais ce qui était analysé, c'était une analyse plutôt diachronique. C'est-à-dire, on a assisté à une sorte d'analyse des causes de la crise économique égyptienne spécifiquement pendant 80 années, les dernières 80 années. Donc une crise vraiment où l'État égyptien a affligé beaucoup de défis. Et les causes de cette crise, ce sont des causes aussi des causes historiques, c'est-à-dire il y a beaucoup des guerres où l'Égypte s'est trouvée engagée d'une façon ou d'une autre. Alors ces guerres ont certainement affecté comment dire, les capacités, les ressources de notre pays. Alors vient après cela le grand événement de 2011 et 2013, cette série de révolutions et de comment dire, de changements, de mutations sociales qui s'est produite en Égypte. Ces changements sont historiques pour l'Égypte parce que cela a affecté sûrement comment dire, l'infrastructure même de l'Égypte. Donc si on parle de l'Égypte du point de vue économique, on ne peut pas parler de quelques années. On doit remonter dans l'histoire aux années précédentes, aux décennies précédentes. Et c'est ce que le président El-Sisi a essayé de le faire. C'est pour cela que j'ai admiré vraiment cette question de présenter une analyse diachronique de la crise. Donc pour pouvoir quelles sont les causes qui datent depuis longtemps et les causes qui datent dans ce moment-ci. C'est-à-dire on ne peut pas parler d'une crise économique qui vient, c'est-à-dire qui date la cause de cette crise, c'est la guerre russo-ukrainienne, ou la cause de cette crise, c'est Covid. Non, pas seulement. Or, on aura des questions disant, il y a d'autres pays qui ont souffert des mêmes causes et des mêmes situations historiques actuelles, c'est-à-dire la crise de la guerre qui se trouve en Europe et qui n'était pas tellement affectée au niveau des prix comme en Égypte. C'est pour cela qu'en parlant, le président égyptien a situé le problème sur l'axe de l'histoire. Donc, il n'a pas parlé de nos jours-ci, mais il y a longtemps. Alors, il y a beaucoup de défis et c'était vraiment de l'honnêteté de la part du président égyptien de se confier à son public, à son peuple, excusez-moi, mais son allocution vraiment était teintée d'une grande honnêteté. Donc toute la vérité était dite et comment dire, quels sont les défis qu'on a déjà pu réaliser et quelle est la responsabilité qu'on a à assumer. Donc il y a des performances, oui, il y a des performances, il y a des succès, il y a des réussites, mais il y a aussi des points de faiblesse. Et on était vraiment au niveau du discours du Premier ministre ou du discours du ministre Dr Hala Saïd ou certainement au niveau de l'allocution de notre président, c'était l'honnêteté vraiment et la vérité nette, claire et nette pour le peuple. Alors, il y a des défis à assumer. Oui, il y a des défis et il y a des décisions fermes. Aussi, une chose qui est très importante, c'est cette question que
l'État égyptien s'est toujours heurté à cette question de précaution du maintien de la stabilité. Alors, on avait deux choix, ou bien maintenir une stabilité fragile, et donc satisfaire aux besoins quotidiens du peuple égyptien et ne pas essayer de résoudre le problème au fond, ou bien prendre des décisions fermes et qui pourraient vraiment exposer et menacer notre pays à un certain danger relatif certainement, mais parce que toujours l'Égypte est sauvée par Dieu. Nous avons passé par ces moments difficiles avec pas mal de réussites, avec pas mal de succès. Il y a des précautions à prendre, il y a des étapes à prendre, il y a des défis et des responsabilités à assumer, oui. Alors c'était là le temps de faire ce colloque, cette conférence, juste pour regrouper tous les investisseurs, soit égyptiens ou internationaux, ou régionaux, internationaux, tous les ministres. Donc l'État égyptien est déjà présent, le président égyptien sûrement il est toujours présent à l'entente de tous les intervenants, et nous sommes là pour discuter. Et les experts en économie, les experts internationaux sont là pour analyser cette crise et pour, comme vous avez dit, préciser comme ça une feuille de route, quel est le plan dans le futur, le plan de l'économie égyptienne. Certainement, je ne sais pas, est-ce que j'ai le temps de m'attarder à des détails concernant c'est-à-dire, avant la crise de la guerre européenne, certainement, il y a eu un grand saut au niveau du taux de croissance économique en Égypte vers les premiers 5 mois de 2021. En 2021, c'était la Banque monétaire qui a prévu pour l'Égypte un taux de croissance économique au niveau du Moyen-Orient aux années 2022-2023. En 2021, on a réalisé un taux de croissance qui a atteint 9%. Donc, il y avait des pas qui étaient pris vers plus de développement, il y avait des gains, il y avait des bénéfices, il y avait des réussites palpables et concrètes, mais c'était là la crise de la guerre européenne qui a un peu retardé ou qui nous a pas donné la chance de toucher ce gain-là, toucher cette victoire-là. Mais pour moi, personnellement, je suis sûre qu'on est capable toujours, comme l'a dit le président Sisi, nous sommes toujours capables de traverser cette crise avec le minimum de pertes, Inch'Allah. Et on aspire que ce colloque vraiment guidera l'État égyptien pour vraiment tracer le chemin du futur dans le domaine de l'économie, Inch'Allah. On espère bien sûr. Le grand expert international égyptien, Mohamed El-Arian, a prononcé un discours par visioconférence où il a expliqué quand même l'ampleur de la crise économique qui frappe tout le monde entier. Et il a prévu quand même peut-être une récession dans la prochaine période concernant le développement mondial en général et surtout concernant l'économie mondiale. Alors, comment ça pourrait affecter quand même cette analyse de la part l'un des meilleurs experts au monde, des meilleurs experts économiques au monde, Dr Mohamed El-Arian, comment ça pourrait affecter la situation économique en Égypte? Certainement, l'Égypte est totalement affectée par la crise économique mondiale et c'est ce qu'on a dit dès le début de notre discours. Et cela est connu par tout le monde et tout le peuple égyptien. Donc, on saisit le problème, mais peut-être, peut-être l'Égyptien, le citoyen, disons, qui n'appartient pas à cette élite culturelle qui arrive à analyser la situation, à évaluer. Le citoyen simple, le citoyen normal, peut-être il ne comprend pas ces causes-là et ces situations-là mondiales. Peut-être ce qui compte pour lui, comment assumer ses besoins quotidiens et comment vivre une vie décente, lui et sa famille. Alors, c'est cette question ces décisions, comme j'ai dit, ces décisions
ce qu'a dit l'expert Monsieur Mohamed Arient était vraiment à valoriser, à étudier, à bien analyser. Et aussi ce que le docteur Hala Saïd a dit aussi était à analyser, parce que ce que je vois, c'est que le fait de tenir compte de l'ampleur du problème, c'est le premier pas vers la résolution. Ouais. Donc on a l'intention de résoudre ce problème et on prend déjà des procédures pour la résolution de ce problème. Commençons par exemple, c'est-à-dire c'est bien de parler de la crise. On sait bien qu'on est en pleine crise, c'est bien. Il y a longtemps qu'on analyse la crise, on doit le dire, mais peut-être cela parce que on s'est dirigé, on s'est adressé directement vers le peuple et même j'ai trouvé ça dans le niveau de langue, même de langage utilisé par le président égyptien. Il a essayé vraiment de s'adresser naturellement comme ça et sans frontières, les frontières de la langue, peut-être la langue officielle, mais il a utilisé un niveau simple pour s'exprimer, juste pour être compris, c'est-à-dire pour convaincre son peuple, dont la majorité ce sont des citoyens normaux, comme vous avez dit, ce ne sont pas tous l'élite culturelle. Donc, quiconque entend ce discours-là réalise vraiment que nous devons avoir confiance en cet État qui vraiment sache bien l'ampleur du problème. Or, comment avouer et se confier à son peuple qu'il y a un problème, rien n'est caché, tout est mis sur table comme ça et tout est à analyser. Alors, parler de la crise, on a dépassé cette période, on a beaucoup parlé de la crise, mais bien maintenant comment résoudre, comment assumer ce défi-là et comment vraiment penser à une résolution, une solution de ce problème. Alors cette problématique de l'investissement était au cœur même de la discussion des experts économiques et des ministres d'économie et d'investissement. C'était cette question de l'investissement. Pourquoi il y a, je ne veux pas dire une évasion, mais peut-être, c'est-à-dire le taux de l'investissement est en décroissance, c'est-à-dire a diminué, est en décroissance, et ceci est palpable, et ceci avec les chiffres, avec les statistiques, ça a diminué et fortement aussi. Alors, comment résoudre ce problème? Quels sont les problèmes qui constituent des obstacles à l'investissement, soit l'investissement national, on parle aussi des investisseurs égyptiens. Hier, il y a des investisseurs et des grands hommes d'affaires qui ont parlé de du problème de l'investissement en Égypte. Pourquoi l'investisseur égyptien essaye de quitter parfois son pays pour aller investir dans un autre pays. Peut-être c'est l'état de la récession quand même mondiale qui fait que les investisseurs ont peur d'investir actuellement. Bon, je vais passer à un autre point concernant le même sujet. Le président Abdel Fattah el-Sisi a analysé profondément lors de son allocution hier à la conférence économique Égypte 2022 la situation économique et sociale qu'a traversée l'Égypte au cours des dernières décennies. Salih Ahmed Yarachoucha nous donne des détails. بنحسبها بحسبة 26 أكتوبر فندق المأساة العاصمة الإدارية الجديدة خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافس. Le président Abdel Fattah el-Sisi a analysé profondément la situation économique et sociale que l'Égypte a traversée au cours des dernières décennies. Il a déclaré qu'il était clair que la profondeur de la crise qui afflige l'État à l'ère moderne exige des mesures claires et décisives pour y faire face. Le chef de l'État a également indiqué que l'affrontement des défis s'est toujours heurté aux précautions de maintien de la stabilité fragile de l'État, au lieu de prendre des mesures fermes, caractérisées par un danger relatif. Il a de même signalé que le résultat des pressions internes et externes a toujours exigé un soutien populaire, ce que l'opinion publique n'était pas prête à accepter compte tenu de l'état du dénuement dans lequel elle vit. Le chef de l'État a en outre ajouté que le degré de confiance dans la capacité de l'État à trouver une voie viable pour compromettre les choix difficiles susmentionnés exige un travail acharné et continu qui n'était pas disponible à la lumière des efforts
de l'islam politique, de scepticisme et de distorsion, sachant qu'il n'avait pas un véritable projet pour la reconstruction de l'État, en plus de l'absence de la vision en ensemble à propos des défis qu'on doit affronter. Il a indiqué aussi que l'appareil administratif de l'État n'était pas prêt avec les compétences nécessaires pour mettre en œuvre les plans de réforme requis. Au contraire, il est devenu clair que la réforme doit inclure cet appareil et remédier à ses faiblesses. Le président a ajouté que la pression et les réactions populaires pour supporter le coût de la réforme ont toujours été une préoccupation énorme et violente parmi les décideurs et les services de sécurité, soulignant que le crédit de la direction politique et du gouvernement n'était pas assez solide au point de constituer une base afin de lancer une feuille de route difficile et amère qui nécessite de longues et dures années de travail. Les capacités de l'État égyptien n'ont jamais été suffisantes pour infliger des coups massifs tels que les conflits et les guerres qu'il a connus, a déclaré le président, ce qui a sans aucun doute constitué un motif de vidage et d'élimination de ses capacités en reflétant négativement l'exacerbation des défis. Il a de même souligné que pendant des décennies, l'Égypte a souffert d'un manque de sensibilisation et de compréhension de l'élite chargée de diagnostiquer ce cas, ainsi que de prendre conscience des exigences nécessaires pour combler le fossé dont souffre le pays, ajoutant que le coût de la réforme augmentait de jour en jour et l'intensification et l'entrelacement des crises devenaient un état de frustration pour la majorité, avec la proposition qu'il n'est pas possible d'être meilleur qu'il ne l'était. Le président Assisi a également souligné que l'État n'a pas été en mesure de construire un contexte intellectuel réformiste pour la situation et ses institutions n'étaient pas pratiques et capables de le mettre en œuvre, même s'il était proposé, signalant que le plus dangereux est de mesurer la satisfaction populaire en fonction de ce que le citoyen obtient directement. Les événements de 2011 et 2013 sont venus détruire le reste des capacités de l'État et accroître et exacerber les défis de la crise, a ajouté le chef de l'État, et ils ont presque complètement détruit le présent et l'avenir de cette nation. Selon le président, au cours des 7 dernières années surprenantes, l'expérience a prouvé que nous n'apprécions pas la réalité des Égyptiens. Le peuple a accepté le défi et le sacrifice. Le gouvernement fait ce qu'il peut et la direction politique est prête à faire tout son possible pour dépasser cette phase. Nous affirmons que l'État continue sur la voie qu'il a entamée pour faire réussir la voie de la réforme qui est fondée sur le travail et la science en ayant place pour tout le monde. Alors, voilà, on a suivi tous le discours du président à l'ouverture de cette conférence, conférence économique Égypte 2022. Là, le président a insisté sur un point très important, c'est que la réussite de la réforme en Égypte se base, ou bien est fondée sur le travail et la science. Votre commentaire? Oui, bien, c'est le travail, certainement. Même au début de son allocution, il a tâché à dire même le nombre d'heures qu'il a travaillé, je ne sais pas, 25 000 heures du travail continu pendant cette année. Donc, cette question, cet indice temporel qu'il a noté, ceci veut dire pour lui que le temps du travail, c'est compte pour lui. Le temps, on n'a pas le temps. Et vraiment, on n'a pas le temps, c'est vrai. Le travail, certainement, on doit s'adonner à un travail vraiment rigoureux et un travail continu pour pouvoir passer par cette... Et ça, c'est, je ne sais pas, c'est la visée de tout peuple qui ne regarde pas vers l'arrière, mais qui regarde vers le futur. Parce que le fait, selon moi, personnellement, le fait de parler toujours en crise, ça nous donne peut-être un sentiment de pessimisme. On doit avoir toujours cette question d'optimisme. Alors, comme notre religion nous a toujours conseillé de travailler, alors donc il s'agit de travailler, d'avoir confiance en Dieu. Je note toujours cette question d'avoir une grande confiance en Dieu qu'il est vraiment capable de nous aider dans cette période, et non pas nous seulement, mais tous les peuples dans tout le monde entier. Et pour cette question de la science, il y a un grand intérêt accordé de la part de l'État égyptien vers les universités égyptiennes. Donc maintenant, il s'agit d'agrandir, d'augmenter le nombre des universités avec
plusieurs spécialités, les spécialités recommandées de la part du marché de travail, du marché régional et marché national et le marché international. Donc maintenant, l'État égyptien accorde plus d'intérêt à tout ce qui est à voir avec l'intelligence artificielle, donc le domaine de la technologie, aussi les ordinateurs, et au domaine des langues et au domaine aussi de l'enseignement technique. Donc peut-être hier on a parlé de cette question de l'enseignement technique et comment on doit essayer à changer l'image mentale de ce type d'enseignement et comment vraiment convaincre les peuples que cet enseignement technique, c'est pas quelque chose de dégradé ou c'est pas quelque chose qui dans l'importance, ça rivalise même avec l'enseignement universitaire. À quoi bon on a des universités et d'universitaires, c'est-à-dire qui ont des diplômes universitaires, des licences ou et ils sont des chômeurs. Vous savez, hier, le ministre d'investissement, Dr Hala Saïd, a dit un nombre vraiment choquant. 15 000% des chômeurs sont des universitaires, c'est-à-dire ils sont diplômés et ils sont des chômeurs parmi les Égyptiens. Le taux de chômage chez la femme, c'est 3 fois le taux de chômage chez l'homme. Donc, il y a des statistiques. J'adore cette question d'honnêteté dans la présentation du problème, parce qu'une fois je mets la main sur le problème, donc c'est la première étape, quand je l'ai dit, de la solution, oui, de résoudre ce problème. Donc cette question du chômage des universitaires, ça nous donne vraiment à se poser la question, à quoi bon aller à des facultés qui ne sont pas... on n'a pas besoin par exemple, je ne peux pas nommer une faculté parce que je ne suis pas spécialiste dans ça, mais certainement le marché du travail nous incite à donner plus d'intérêt à des spécialités, à des domaines scientifiques spécifiques. Donc, et c'est ça la décision prise de la part de l'État de construire, d'édifier plus d'universités avec des spécialités, des départements où on enseigne des sciences et des disciplines qui sont recommandés au champ de travail. Aussi, le fait de chercher toujours à ce que l'étudiant égyptien, l'étudiant universitaire égyptien rivalise avec son analogue régional et international. Et cela n'est pas facile du tout. Mais on doit avoir toujours l'espoir de le faire. Dans l'université égyptienne, il y a des étapes prises dans ce sujet-là. Il y a des programmes qui sont enseignés et des diplômes qui sont enseignés en parallèle avec les diplômes the mainstream, c'est-à-dire les diplômes universitaires. Il y a des autres diplômes. Donc on cherche toujours à étudier les besoins du marché du travail et à faire à ce que l'université fournisse, si l'on ose dire, l'étudiant qui est diplômé est comme un produit comme ça. Alors on essaye de créer un produit, de présenter un produit, d'offrir un produit qui pourrait rivaliser avec son analogue au marché régional au moins. Bon, vous avez mentionné quand même ce que a précisé le président quand il a parlé qu'il y a eu beaucoup de crises dans l'histoire, ce qui ont mené à une crise économique actuellement vis-à-vis de l'Égypte. Alors, il a parlé quand même des événements de 2011, 2013, et puis après ça, on a commencé à reconstruire notre pays. Quelles sont les réalisations achevées durant cette période, c'est-à-dire depuis 2014 et jusqu'à maintenant? Il y a beaucoup de réalisations et c'était bien mentionné hier avec des statistiques bien claires et bien précises. Je ne sais pas si je peux citer quelques-unes de ces statistiques. Par exemple, on a cette année-ci une production excédentaire de 13 000 mégawatts d'électricité en 2012. Et on a des avancées dans l'infrastructure à comparer à l'état de l'infrastructure en 2014 et celui de 2021.
dans le cadre du plan de l'État pour une Égypte sans bidonville et sans zone insécurisée, l'État a construit 30 villes de quatrième génération. Alors, 425 milliards de livres égyptiens pour ce projet. Aussi, les projets de sécurité alimentaire, le fait de promettre et développer les associations de coopératives de consommateurs. Pour la santé, il y avait plusieurs initiatives du ministère de la Santé et de la Population, citant initiative 100 millions de santé, initiative d'éradication de l'hépatite C, initiative pour la santé des femmes, initiative de l'assurance maladie complète. On parle de chômage, mais vous voyez, le taux de chômage a diminué. En 2022, ça atteint 7,2%. Certainement, ces chiffres et ces statistiques étaient dites par des experts en économie et par le Premier ministre. Donc, on a sûrement confiance à ces statistiques. Quand même, il y a des obstacles qui se dressent contre la croissance du taux d'investissement, toujours. Il y a la bureaucratie, il y a l'absence de la compétition neutre, il y a cette question d'économie gouvernementale, c'est-à-dire le secteur gouvernemental qui participe à l'investissement et qui devrait, comment dire, ce qu'on a entendu hier des hommes d'affaires égyptiens plutôt, que cette question d'économie du secteur gouvernemental doit être quand même délimitée et bien revoir sa part de participation à l'économie égyptienne. Ils vont dire ça, hein, oui. Parce qu'ils veulent plus d'investissement. Oui, oui. C'est ça. Non, alors, je parle tout à et l'heure au niveau de l'infrastructure, certainement, il y a eu beaucoup dans le domaine des routes et du transport, certainement. On a vu beaucoup comment c'est comme un saut un saut dans le domaine de l'infrastructure. Je voudrais, il y a vraiment une information qui m'a beaucoup, comment dire, étonnée, c'est que selon le rapport de la Banque monétaire internationale en 2014, le coût de la congestion du trafic au Caire seulement pourrait mener le pays à une perte de 8 milliards de dollars. En 2030, cette perte atteindrait les 18 milliards de dollars. C'est ainsi que c'était exigeant d'intervenir urgemment pour construire 7000 km de routes et de développer le réseau routier en Égypte, 10 000 autres kilomètres de routes. Donc le fait que de l'embouteillage dans les rues seulement de la capitale pourrait causer une grande perte. Donc le fait de dire on a besoin de l'investissement, on doit attirer les investisseurs régionaux et internationaux vers l'Égypte, donc on doit donner de l'intérêt à cette question d'infrastructure, tant que le rapport même de la Banque monétaire en 2014 nous dit ça et nous dit que nous a incité et stipule même une solution à ce grand problème, parce que le chiffre 8 milliards de dollars, c'est une perte de 8 milliards de dollars juste parce que quand on parle d'investisseurs, on lui dit venez pour faire des investissements dans mon pays, et il n'arrive même pas à bouger de sa place pour aller ici et là. C'est un grand problème. Alors, ce qui était dit hier dans le discours du président égyptien, c'est que ces projets d'infrastructure, soit sur de routes de santé, et tout ça, c'était des choses exigeantes. Et il a aussi ajouté l'attention sur cette question que ces choses-là devraient être faites depuis des années et des années. C'est vrai. Donc, on avait deux choix, ou bien laisser le problème tel quel, ou bien agir fermement et prendre des décisions fatales et des solutions radicales pour trouver le remède, et non pas des calmants. Il a utilisé le mot de calmant. On n'a pas besoin de calmant maintenant, oui. D'accord. Alors, une dernière reportage, c'est concernant toujours la conférence et ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, je laisse Salih Hamed et Yara Chouchan pour nous donner les détails et on va continuer notre conversation. بنحسبها بحسبة الاقتصاد، والقرارات بتحتاج خطة واضحة ترسم فترة من 23 إلى 25 أكتوبر. فندق الماسة، العاصمة الإدارية الجديدة.
خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية. Lors des travaux de la conférence économique Égypte 2022, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance d'étendre la zone peuplée en Égypte. Il a souligné qu'il n'y a aucun pays dont la superficie est d'1 million de kilomètres carrés et qu'il n'y vit que sur 60 000 à 70 000 kilomètres carrés, soulignant la nécessité d'augmenter cette superficie à 120 000 kilomètres carrés. Le chef de l'État a également déclaré que ceci exige que l'infrastructure actuellement mise en œuvre suit cette augmentation en vue d'améliorer la circulation de la société, non seulement en faveur de l'investissement ou de la facilité des échanges de marchandises, mais au profit des citoyens qui subissent des difficultés lors de leurs déplacements sur les routes dans les gouvernorats de la République. Ce qui a été significativement amélioré et nous continuons à mettre en œuvre cette voie, a ajouté Monsieur le Président. Par ailleurs, et lors d'une allocution enregistrée qui a été diffusée lors de la conférence économique, l'économiste égyptien Mohamed El-Arian a indiqué lors d'une allocution que la conférence économique a pour objectif de relancer les grands potentiels de l'Égypte. La conférence économique tenue actuellement se concentre largement sur la perspective de l'Égypte, les opportunités et les risques et la possibilité de relancer les grands potentiels, a-t-il signalé. Les pays sont confrontés aujourd'hui à d'énormes défis, dont notamment l'économie mondiale et le système financier mondial, a-t-il ajouté, précisant que ces défis proviennent notamment des pays développés et de ceux du G7. Plus l'instabilité dans les pays développés est croissante, plus la fragilité de l'économie mondiale augmente, ce qui complique les choses pour les autres pays, a-t-il expliqué. بنحسبها بحسبة الاقتصاد والقرارات بتحتاج خطة واضحة ترسم طريق لاقتصاد قوي مرن تنافسي صامد في مواجهة الأزمات. في 8 سنين قدرنا نخوض التحدي لبناء الاقتصاد المصري ولسه قادرين نتحد نتكامل نتفق لوضع رؤية للاقتصاد المصري وآليات تعزيزه وفق أفضل الممارسات الدولية. المؤتمر الاقتصادي في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر فندق المأسة العاصمة الإدارية الجديدة خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية. Alors, comme on a suivi dans le reportage, au cours des activités de la conférence économique, le président de la République a souligné l'importance d'étendre la zone peuplée dans le pays, ce qui exige que l'infrastructure actuellement mise en œuvre suit cette augmentation. Alors, est-ce que ça a été réalisé? C'est-à-dire, est-ce que l'Égypte vraiment a construit, a établi de nouvelles zones, de nouvelles villes pour que le peuple soit éparpillé ou bien laisse la capitale et les grandes villes. Hier, le président El-Sisi, dans son allocution, il a jeté la lueur, il a mis en relief cette question de que nous, en tant qu'Égyptiens, nous vivons dans un rectangle comme ça, tout autour de la vallée du Nil, comme ça. Oui. Alors, ce qui vraiment cause... Ça, c'est depuis les pharaons. Oui, depuis les pharaons, mais cela vraiment n'est pas sain du tout. Enfin, alors, il s'agit aussi d'exploiter les territoires égyptiens et non pas se concentrer. Alors, oui, chaque jour, on voit des constructions, des nouvelles villes, comme la nouvelle ville d'Octobre, par exemple. C'est un des projets nationaux de l'État égyptien. Et c'est le logement social, nouvelle ville d'Octobre. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré ce projet de logements sociaux à la nouvelle ville d'Octobre, la création de 40 000 logements pour 20 000 jeunes et à faible revenu. Alors cette ville est la plus récente ville de 4e génération. Donc on a dit déjà qu'il y a 25 000 villes de 4e génération et ces villes sont toujours construites au banlieue du Caire. Donc on essaye toujours de s'éloigner et non pas au quartier de 6 octobre, mais la nouvelle ville d'Octobre, non pas seulement... Ça, c'est un seul exemple parce que... Oui, un seul exemple, il y a plusieurs exemples de ça. Et ce qui compte, ce sont des prix modérés. Et à prix échelonné aussi. Donc les jeunes qui veulent commencer leur vie après le mariage pourraient vraiment
avoir cette opportunité de jouir de ce logement social. Et il y a beaucoup d'exemples de ces villes-là. Le but de ça, oui, de faire ce mouvement vers l'extérieur, donc et non pas vers le dedans, vers le dehors, pour un peu libérer les grandes villes égyptiennes de cet encombrement. Vous savez, on a longtemps souffert de cette question de la migration rurale, donc la migration des villages et des autres villes vers le Caire, vers l'Alexandrie, et cela a causé un déséquilibre dans comment dire, la répartition de la population au niveau des territoires égyptiens. À cause des embouteillages. Des embouteillages, c'est ça. Et la pollution, le taux de la pollution aussi. Voilà. Là, j'aimerais bien mettre l'accent sur les nouvelles villes qui ont été construites au bord du canal de Suez, ou bien pas loin du canal de Suez, parce que c'est très important vis-à-vis de la création de la zone économique du canal de Suez. Sûrement. Et aussi, à chaque fois qu'il y a des complexes industriels, par exemple, après l'inauguration du complexe industriel des eaux, de sable noir, je prévois, moi, qu'il y aura, après qui s'étend de Rafah, je crois, jusqu'à, je ne me souviens pas, enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire qu'à côté de ce complexe industriel, ça va mener de soi qu'il y aura des agglomérations. De nouvelles agglomérations. Oui, voilà. de nouvelles agglomérations. Et donc cela vraiment va mener à une répartition plus saine pour le climat. Nous allons dans quelques jours parler du climat. Alors, pourquoi pas représenter au monde entier un exemple d'un climat plus sain, moins pollué. Alors, une fois il y a un nouveau projet, comme au canal de Suez, comme aux zones des sables noirs, tant il y a de l'industrie, tant il y a des usines, donc il y aura des investissements, tant il y a des investissements, donc il y a plus d'exploitation des territoires égyptiens déjà désertes. Mais ce qui compte vraiment, comme vous venez de dire, c'est cette question de l'infrastructure. Alors, c'est pour cela qu'il y a toujours des travaux. Et une bonne part du revenu national ces années-ci ont été consacrés à l'infrastructure. C'est que juste pour garantir le transport à ces nouvelles villes. Et ça, il y a aussi un projet très très important, c'est le nouveau delta, qui est parallèle à l'ancien delta et qui va vraiment contenir un nombre important de jeunes. Et la nouvelle Mansoura, voilà. Gadida aussi. C'est ça, exactement. Oui. Et avec la nouvelle Damiette, oui, la nouvelle Damiette, tout le delta. Oui, et cela veut dire qu'aussi avec l'apparition de ces nouvelles agglomérations, il y aura aussi de nouvelles universités donc on voit Gamat el Mansoura al-Gadi, l'université de Nouvelle Mansoura. Donc il y a toujours des centres, cette question de répartition de la population au niveau des territoires égyptiennes, ça doit suivre des étapes bien étudiées, bien analysées, bien planifiées. C'est pour cela que ce que je dis, c'est que hier le président Sisi a essayé de s'approcher du citoyen normal. Mais si l'on parle de l'élite, par exemple, culturelle en Égypte, on saisit bien que ces étapes sont indispensables pour le progrès. Et le progrès, ce n'est pas quelque chose de facile. Ça demande de sacrifice, ça demande plus de patience. Mais il s'agit de temps à autre, selon moi, selon mon point de vue, il s'agit de temps à autre d'apparaître au public, de parler au peuple égyptien et non pas le laisser. C'est pour cela, hier, Dr Amr Hamzaoui, il a intervenu avec une question, c'est le fait de la participation de l'opinion publique dans la fabrication de la décision même. C'est-à-dire le fait de prendre la décision avec la participation du peuple. L'opinion, déjà l'opinion publique, et c'est ce que le président égyptien a dit, est déjà sensibilisé. Et il a apprécié ça.
Et on a vu comment toute la salle a applaudi. Ouais. Et pour le président égyptien et pour le peuple égyptien. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Docteur Lamia Ahmed, je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Helwan. Merci. Je vous remercie pour toutes ces analyses concernant la conférence économique Égypte 2022. Voilà, qui a pris fin. Voilà. Merci beaucoup et très très bonne soirée. Au revoir. خطوة في حياتنا بنحسبها بحسبة الاقتصاد، والقرارات بتحتاج خطة واضحة